Alors, je m'appelle Clément Duport, je suis associé cofondateur d'une société qui s'appelle Animaneo, qui est spécialisée dans l'accompagnement au changement et en particulier dans l'accompagnement de plans de transformation d'entreprise qui touchent à des évolutions managériales et organisationnelles. On fait beaucoup de transformations agiles pour ceux qui connaissent ça. On a un leitmotiv en fait dans toutes nos approches, nos offres, c'est de penser que le premier critère de performance d'une organisation, c'est sa dynamique relationnelle et collaborative. Pas que collaborative, le collaboratif est très important, mais on voit même un peu plus large que ça en pensant que meilleures sont les relations dans une entreprise et dans les équipes, et plus l'entreprise fait du cash flow. Alors ce rapport n'est pas forcément évident, mais je vais essayer de vous montrer au travers d'un retour d'expérience qu'on peut effectivement, à mon avis, trouver des corrélations en tout cas assez fortes entre cette notion de bonne relation, de bien-être au travail. Je pense que le bien-être au travail est aussi, pour moi, très lié à ce qu'on trouve dans les relations dans son environnement de travail et à la performance des organisations. Ça fait une quinzaine d'années que j'accompagne des entreprises dans cette vision-là, dans ces approches-là. Et très souvent, quand mes commanditaires viennent me voir, quand j'ai les premiers contacts avec eux, se pose la question de la performance plutôt. C'est-à-dire que ce qu'ils cherchent à faire, c'est gagner plus d'argent, avoir des produits, des services plus efficaces, trouver des innovations de procédés aussi, qui leur permettent globalement de gagner en productivité et in fine qui se traduisent en cash flow pour l'entreprise. Et puis parfois, on vient nous voir aussi pour des raisons un peu plus spécifiques. On peut par exemple avoir des problématiques de climat social. Ça va peut-être intéresser les RH qui sont parmi nous. Donc on nous demande si éventuellement on aurait des idées à proposer pour réengager des collaborateurs, pour réenchanter, j'aime bien ce mot, l'environnement de travail. On nous pose aussi un certain nombre de problématiques autour du développement de la capacité d'innovation. Alors nous, on a une vision très très collaborative de l'innovation. On pense que l'innovation, ça marche surtout dans les entreprises quand c'est massivement décentralisé, quand c'est l'affaire de tous dans l'entreprise de penser l'innovation et de créer de la valeur à partir de l'innovation. Et en fait, pour moi, tous ces sujets-là, ils convergent énormément et ils posent la question de quel terrain favorable on peut créer pour faire de l'expérience de vie au travail une expérience riche sur le plan humain, qui apporte du bien-être, un enrichissement personnel et qui permet in fine aux uns et aux autres de s'inscrire dans des objectifs collectifs et d'avoir un engagement affectif dans ce sens. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le titre de ma masterclass. Christine, déléguée du personnel au PTT depuis 40 ans, peut-elle être agile? Alors, il se trouve que Christine est parmi nous. Et effectivement, Christine, alors j'admets que le titre est un peu provoque. C'est fait pour. Et donc Christine est avec nous, et Christine, effectivement, est déléguée même syndicale, CFDT en l'occurrence. Elle est bien au PTT, alors ça ne s'appelle plus les PTT aujourd'hui, mais elle a fait toute sa carrière au PTT, elle est là depuis 40 ans. Et on va essayer de répondre à cette question ensemble. Donc je l'inviterai à venir nous rejoindre et du coup, à vous parler avec moi d'un retour d'expérience, en l'occurrence dans une entreprise qui est Orange. Alors effectivement, c'est plus les PTT, ça s'appelle Orange maintenant, mais ça a une histoire très, très riche, Orange. D'ailleurs, les premières émanations d'Orange datent, je crois, de 1464. C'est la première effort de nationalisation des services postaux à cette époque-là. Puis plus récemment, c'était un ministère, le ministère des Postes et des Télécommunications, qui est devenu avec le temps une entreprise qui a développé des capacités commerciales, comme toute entreprise, qui s'est aussi confrontée à un marché concurrentiel, très très fortement concurrentiel, les télécoms, y compris sur le marché local en France, et qui, pour autant, a avec elle une histoire, qui a un terreau qui n'est pas forcément très centré sur la capacité à répondre à cette concurrence. Et donc tous les métiers, évidemment, d'Orange sont en très très forte mutation. Toute l'entreprise évolue très très vite, avec aussi quelques errances. Peut-être que certains ont en tête les problèmes de climat sociaux qui se sont posés il y a quelques années chez Orange. Et donc c'est une entreprise qui est aussi aujourd'hui assez vigilante sur ces questions. Alors,
plutôt que vous parler globalement d'Orange, je vais zoomer sur un département d'ailleurs qui est à mon avis très en lien avec le sujet de ce salon, qui s'appelle la Training Factory. L'objectif de la Training Factory, la vocation de la Training Factory, c'est de produire tous les modules de formation et d'information pour le reste du groupe. Donc ils répondent à des besoins internes qui sont portés par des écoles RH, qui leur formulent des besoins de production de modules de formation ou d'information. Et la Training Factory est chargée donc de réaliser ces modules, d'ailleurs en utilisant un certain nombre de techniques, d'outils, en mettant en application aussi un certain nombre d'innovations pédagogiques. Et d'ailleurs, je vous inviterai éventuellement à échanger sur ce sujet-là avec Christine. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se font dans ce département. Alors, ce qui m'intéresse à la Training Factory, quand je rencontre le directeur de la Training Factory, c'est une direction qui existe depuis 10 ans chez Orange, qui a toujours été pilotée par la même personne, qui est un directeur qui a une vision un petit peu traditionnaliste du management, très top-down, très hiérarchique. À cette époque-là, dans la Training Factory, il y a beaucoup de process, et dans ces process, il y a beaucoup d'étapes de validation par la hiérarchie. Et ça pose un certain nombre de problèmes qui se traduisent de différentes manières. Et il se trouve que ce directeur étant parti, une nouvelle personne prend sa place, et puis je la rencontre à ce moment-là. Et lui, il est très convaincu qu'ils ont des gros cailloux dans la chaussure, et que ces cailloux viennent en partie des modalités de management du département. Et alors, pour tout vous dire, il n'a pas abordé en premier lieu la question du climat social. Il est venu me voir initialement pour me poser des questions de pilotage des projets, de performance des projets et des activités. Mais bon, en gros, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure de discussion, il était clair que le problème principal était un problème d'engagement au travail, de responsabilisation des collaborateurs, de climat social. Globalement, les relations fonctionnaient parfois mal entre les collaborateurs, mais fonctionnaient aussi mal entre les managers et les collaborateurs. Il y avait globalement pas une communauté managériale qui fonctionnait très très bien, et probablement un poids des processus qui pesait lourd dans la capacité à engager les collaborateurs et à trouver de la capacité d'initiative. Et alors c'est le constat qu'on faisait tous les deux dans la discussion qu'on a eue initialement. Et par ailleurs, ça se fait aussi dans un contexte très classique où les budgets sont en baisse. Et où les attentes de la direction d'Orange ne prennent pas en compte ces baisses budgétaires. Donc, Laurent Lachaud, le nouveau directeur de la Training Factory, voyait son effectif se réduire, ou prévoyait une réduction d'effectifs, et il se doutait bien que cette réduction d'effectifs n'allait pas faciliter le déstressage de l'organisation, et allait certainement encore peser sur le climat social et sur l'engagement des collaborateurs. Bon, malgré tout, on se dit, voilà, et c'est comme ça qu'on a abordé le plan de transformation qu'on a mis en œuvre. Le sujet numéro 1, c'est surtout pas de s'occuper des process, c'est surtout pas tout de suite, en tout cas, de s'occuper directement de la performance, de la qualité, de chercher à mettre des outils en place, des pratiques en place. On va surtout chercher à réengager les collaborateurs et à travailler sur la confiance. Il nous semble que le premier levier, c'est de restaurer la confiance entre les collaborateurs et entre le management et les collaborateurs. Et pour faire ça, on décide de mettre en place une démarche que je vais vous présenter, qui permet très massivement de déléguer beaucoup de choses qui étaient portées par les managers aux équipes, de leur donner une très grande capacité d'autonomie et de les réengager, de les réinvestir sur un certain nombre de sujets qui étaient jusque-là portés par les managers. Et puis, même plus loin que ça, on va chercher à réenchanter l'environnement de travail, à faire de l'expérience de vie à la Training Factory une expérience formidable pour l'ensemble des collaborateurs, et réussir au maximum aussi à produire plus de créativité, développer la capacité d'innovation collective de cette organisation, en s'appuyant sur l'ensemble des forces vives, l'ensemble des cerveaux disponibles à l'intérieur de cette structure. Et in fine, je pense, en tout cas c'est ce que je lui vends, on va réussir à, par ce fait-là, du réengagement, du management par la confiance, du réenchantement de l'environnement de travail, du réinvestissement des équipes par la délégation,
à produire de la performance, à élever le niveau de performance et le niveau de qualité, y compris dans une situation de diminution d'effectifs. Alors, il se trouve que quand on a attaqué le volet, qu'on a commencé à parler du volet performance et qualité, j'ai fait une rencontre. Alors une rencontre qui est pour moi tout à fait atypique. Je vous disais que ça fait à peu près 15 ans que je fais des accompagnements en entreprise. Et il se trouve que la personne que j'ai rencontrée ce jour-là, c'est tout à fait insolite dans mon parcours. Je n'avais jamais eu à collaborer avec une personne qui ait ce profil. Et je suis très content rétrospectivement d'avoir fait sa connaissance et d'avoir eu cette expérience très riche. Et en l'occurrence, cette personne, c'est Christine. Et alors, comme toute relation, notre relation a démarré par une rencontre. Et alors, quand on a commencé à discuter avec Christine de quel pitch on pourrait faire autour de cette relation, de cette rencontre et de ce plan de transformation, on est assez vite arrivé à la conclusion que pour vous le faire vivre, il fallait qu'on vous rejoue à l'identique, quasiment à l'identique, notre première rencontre. Donc ce qu'on a décidé comme challenge, c'était de monter une scénette qui reproduise vraiment avec pas mal de détails les éléments de notre première rencontre. Et alors avec un effet spécial quand même, vous allez être particulièrement privilégié, c'est que non seulement, et ça évidemment nous on n'avait pas cette chance au moment où on a fait cette première rencontre, c'est que vous allez entendre ce qu'on s'est dit, mais vous allez aussi entendre ce qu'on pensait. Et vous allez voir que parfois il y avait certains écarts. Alors normalement, on avait prévu une scénographie avec des rideaux et tout, mais on s'est pas entendu sur le cahier des charges, donc on va faire sans les rideaux. Alors voyons ça. Christine, 58 ans. Fonctionnaire, d'accord. Déléguée du personnel, a commencé au PTT il y a 40 ans. Elle va faire quoi, elle? Responsable de la performance. Ouh là 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 là. C'est peut-être pas gagné cette affaire. Entrez. Christine? Bonjour Clément. On peut se tutoyer? Écoute, d'accord? ça me va parfaitement. Alors écoute Christine, je suis content de te rencontrer. Tu sais qu'on a lancé très récemment un plan d'action dans ton département qui va assez sensiblement faire évoluer les pratiques autour de la gestion de projet, autour de la gestion des activités au sens large, et puis aussi autour des pratiques managériales. Et il me semble en fait qu'il y a pas mal d'adhérence entre le plan d'action qu'on est en train de monter et ton nouveau poste sur la qualité et la performance. Et du coup, je voulais en discuter un petit peu avec toi. Oui, si tu veux. Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là, avec ses trucs militaires? C'est l'âge de mon fils. Il ne croit quand même pas qu'il va m'apprendre la vie. Hein. Ok. Alors, si ça te va, ce que je te proposerais bien, c'est que tu me décrives comment toi, tu vois le poste sur la performance et la qualité. Moi, je t'explique un peu quelles adhérences je vois avec le plan d'action qu'on est en train de monter. Et puis, on essaye d'y travailler tous les deux, de réfléchir comment on peut avancer ensemble. Oui. Mais peut-être que c'est mieux que toi, tu m'en parles en premier. Ok. Alors, petit aparté, c'est pas très grave si vous ne voyez pas ce que j'écris. Ok, donc moi, dans le poste, je vois trois choses. Il y a un sujet sur la performance. Ok. Et alors, pour moi, l'objectif, dans une vision un peu agile de la performance, l'objectif, c'est surtout pas de chercher à mesurer une performance individuelle, c'est plutôt de donner à l'équipe une vision de la performance collective. Donc, c'est vraiment, on va s'intéresser à ça, de redonner la main à l'équipe, au moins une vision de quelle est la performance collective, et puis ensuite d'aider les équipes à rentrer dans des boucles d'amélioration continue et à se transmettre, à faire de l'échange de pratiques, de procédés qui permettent avec le temps, progressivement, que les équipes progressent dans leur capacité à produire globalement sur leurs activités. Et je pense qu'il faudrait mettre en place
quelques indicateurs qui permettraient de faire référence un petit peu et d'aider justement à ce travail d'amélioration continue. Le deuxième point, c'est la qualité. Alors sur la qualité, ce que je te proposerais bien, ce serait de commencer par travailler sur les invariants de production. Alors pour moi, les invariants de production, c'est tout ce qu'on n'a pas besoin d'écrire dans un cahier des charges pour le faire quand même. Donc c'est un peu le standard de qualité, si tu veux, que vous estimez être le bon pour les activités à la Training Factory, pour le delivery de la Training Factory. Et là encore, l'objectif, c'est vraiment de redonner la main aux équipes sur cette question de la qualité, de les aider simplement à mesurer cette qualité et à rentrer dans une dynamique d'amélioration continue pour faire progresser cette qualité. En tout cas, se rapprocher au maximum des invariants de production. Et puis le dernier point, alors ça c'était peut-être pas, je pense que c'était pas dans la fiche de poste, mais je te proposerais bien de le faire ensemble, ce serait de travailler sur la culture. Et en particulier, j'aimerais bien voir avec toi comment est-ce qu'on pourrait mesurer quel est le système de valeurs effectif aujourd'hui dans le département, comment est-ce qu'il évolue, et comment est-ce qu'il est en adéquation ou pas avec les perspectives d'évolution, notamment dans la vision managériale, qui vont vers plus de délégation, plus de responsabilisation aux équipes, etc. Et pour ça, je te proposerais bien de faire une cartographie du système d'obligations et d'interdits dans la direction. Ouh là là. Ouh là là. Excusez-moi, petit problème de... Obligation et interdit. Pouah. Mais je déteste ces mots-là, moi. Pour ma génération, il est interdit d'interdire. Et puis les invariants de production, c'est pas trop mon truc non plus. Hein. Qu'est-ce que tu en penses ? La performance. Ouais, la performance. Mais pour moi, c'est l'humain d'abord, l'humain au cœur. Ça, c'est très important. Puis la qualité. Oui, il faut des chiffres. Mais la qualité, c'est faire des choses de qualité. Ouh là 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 là. Comment on va faire ? T'es d'accord avec moi ? Absolument. Alors, tu vois, l'humain au cœur, moi, ça m'évoque effectivement la culture. Hein, c'est l'humain qui fait la culture. Donc là, je suis complètement raccord avec toi. Et puis, alors pas trop de chiffres. Alors, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il ne faut pas trop d'indicateurs. Je me méfie beaucoup des indicateurs. Mais peut-être que quand même quantifier un peu, mettre quelques références chiffrées, ça permettrait aux équipes de faciliter la prise de décision, de converger peut-être plus facilement. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, parce qu'il faut faire attention, hein, que ce ne soit pas du flicage. Parce que le flicage, c'est perturbant. Et puis, il ne faut pas braquer les collègues. Alors là, je te rejoins complètement. L'objectif, c'est surtout d'avoir moins de contrôle, on est bien d'accord, et plus de responsabilisation. Donc surtout, l'idée, c'est pas de faire du flicage. Ça, c'est clair. On ne cherche pas à contrôler, on cherche à leur redonner la main sur la vision de leur capacité à produire et leur vision de la qualité pour faire de l'amélioration continue. Et puis alors, pas braquer, ça, je suis très sensible à ça aussi. Et c'est là aussi où j'ai absolument besoin de toi, parce que moi, je connais très mal votre environnement de travail. Toi, tu le connais très bien. Et j'ai besoin de voir avec toi quel plan d'action on peut monter pour amener ces pratiques et cet état d'esprit dans les équipes en générant le minimum de résistance et un maximum d'adhésion. Donc, j'ai besoin de ton aide à ce niveau-là. Est-ce que tu pourrais m'aider ? Ouais. C'est déjà pas évident que j'adhère en pratique. Ouais, si tu veux. Ok, donc ça c'est à peu près comme ça que s'est passée notre première rencontre. Et comme je suis désolé pour le petit problème technique, c'est le problème des effets spéciaux en live, c'est qu'on peut être lâché un peu. Mais je pense que vous voyez bien un petit peu le gap un peu culturel qu'il y avait entre nous et le fait qu'on est venu chacun avec ses a priori, on est rentrés tous les deux dans cette relation avec des a priori.
Et du coup, je voudrais vous montrer ce qu'on a réussi à faire ensemble, et puis ensuite peut-être revenir un petit peu et échanger avec vous sur ce qui a permis, à partir de ce démarrage, qui n'était pas forcément tout à fait évident, d'arriver à ces résultats. Alors, je vais vous parler un petit peu factuellement de ce qu'on a mis en place et comment on l'a fait dans ce département. La première chose, c'est qu'on a travaillé sur la vision. Donc, on a réuni les managers, la direction, et on a construit ensemble une vision managériale. C'est-à-dire qu'on a pensé le comment est-ce qu'on voudrait idéalement que la Training Factory soit managée, quel niveau de délégation on voudrait donner aux équipes, dans quel état d'esprit aussi on voudrait travailler. Et pour faire ça, alors je vais juste... est-ce qu'on peut couper le son juste du PC? C'est possible parce qu'il y a du son là, mais ça va être interférent. Ouais. Juste le son du PC. Il est coupé? Ouais, ok. Donc pour faire ça, on a monté un séminaire. Alors on l'a monté avec les managers, mais en fait on en a fait tout de suite un chantier très participatif, très collaboratif, où on a consulté les collaborateurs. On leur a partagé un petit peu les enjeux, la vision, cette idée aussi des budgets en baisse, etc., etc. Et on a fait un travail de delegation poker. Alors je suppose que ça ne parle pas à tout le monde, le delegation poker. C'est-à-dire que j'ai proposé aux managers de prendre un certain nombre de situations de travail très concrètes et de demander aux collaborateurs quel positionnement ils souhaiteraient voir du manager dans ces situations de travail. Et notamment, qui prend la décision. Alors, dans un jeu de delegation poker, ça va de 1 à 7. 1, c'est le manager qui prend tout seul la décision et qui simplement dit quelle décision il a pris à ses équipes. 7, c'est l'inverse, c'est l'équipe qui prend toute seule la décision et qui n'a même pas besoin de dire au manager quelle a été la décision parce que c'est complètement délégué. Et toutes les valeurs intermédiaires, c'est plutôt le manager qui prend la décision dans son coin et qui consulte l'équipe, ou inversement, plutôt l'équipe qui prend la décision et qui consulte le manager. Donc on a fait ça sur un certain nombre de situations de travail, sur une trentaine de situations de travail. Et le grand message qu'on voulait passer aux équipes, c'est, voilà, à partir de maintenant, vous allez vous-même définir, on va travailler ensemble sur les postures managériales et en particulier au niveau des prises de décision. On va vous réinvestir, on va vous donner la possibilité de vous réengager sur un certain nombre de décisions dans des situations opérationnelles. On a aussi ouvert des chantiers transverses qu'on a laissés à la main des collaborateurs. Et d'ailleurs, les collaborateurs ont été libres de s'inscrire aux chantiers qui leur paraissaient les plus intéressants pour repenser l'organisation, pour repenser l'environnement de travail, pour changer globalement le fonctionnement aussi transverse entre les services à l'intérieur du département. Une fois qu'on a fait ça, on a formé les équipes opérationnelles. Alors on les a formées à des pratiques, en l'occurrence à des pratiques agiles dont je vais vous parler juste après. On a beaucoup utilisé la formation par le jeu. Alors là, en l'occurrence, l'idée de ces ateliers, c'est qu'on montait des usines d'avions en papier. Et l'objectif, c'est qu'en 1h30, au travers de cette expérience de montage d'une usine en papier, on expérimentait un certain nombre de pratiques qu'on a ensuite diffusées et qui permettent réellement de trouver cette capacité de délégation, de réengagement en fait, des équipes, de réautonomisation des équipes sur, en particulier, l'auto-organisation de chacun des services. Et puis, au-delà de simplement les former à des pratiques, on leur a transmis dans quel état d'esprit on cherchait à fonctionner. Alors, je dis souvent que malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui collent des post-it partout sur les murs et qui ne sont pas du tout agiles. Je pense que l'agilité dont je parle et dont parle Adam est avant tout un état d'esprit, une culture. Et donc, il est absolument primordial de bien comprendre quel levier on cherche à actionner avant de mettre en place les pratiques. Et donc, c'est typiquement ce qu'on a cherché à faire passer aux équipes. Et puis, finalement, on a commencé à déployer un certain nombre de pratiques qui, pour moi, sont un cadre qui permettent ensuite tout le reste. Alors, la première pratique, c'est un triptyque, en fait. Donc, la première pratique, c'est le management visuel. Est-ce que tout le monde voit ce qu'est le management visuel? Dites-moi, qui ne voit pas du tout ce qu'est le management visuel? Ok, personne. Très bien. Donc, je ne vais pas trop insister là-dessus. Donc, on a fait fleurir un petit peu partout des outils, des tableaux de management visuel qui visent globalement à faire en sorte que
toutes les équipes prennent conscience de l'ensemble de l'activité en cours de réalisation au sein de leur équipe. Donc pour moi, c'est très important dans un premier temps que ce soit dans un environnement physique. Je pense que c'est une erreur de chercher à digitaliser tout de suite les outils de management visuel. D'ailleurs, y compris dans les équipes les plus matures que j'accompagne, quand on digitalise, on perd des points en termes de capacité à partager l'information sur l'ensemble de l'activité en cours. Et donc, on perd aussi des points de solidarité, on perd des points en termes d'intelligence distribuée, je vous en parlerai juste après. Et puis, ces tableaux, ils ont évolué avec le temps, je vous en montre quelques-uns, pour des finalités assez différentes en fonction des besoins des équipes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces évolutions, elles ont été proposées par les équipes. Et elles ont été proposées par les équipes au travers d'un rituel dont je vais vous parler juste après. Donc, on a mis du management visuel et on a aussi très très vite mis en place des stand-up. Est-ce que tout le monde voit ce qu'est un stand-up ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui ne voient pas du tout ce qu'est un stand-up? Non, c'est bon, c'est clair pour tout le monde le stand-up. Hein, l'idée, c'est de se retrouver une fois par jour. Ça se fait toujours à la même heure, c'est important, il faut que ce soit ritualisé, il faut que tout le monde soit là. Et l'idée, c'est en 10 minutes, en gros, de faire juste un tour de table où chacun dit qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, quels sont mes problèmes. On ne traite pas les problèmes, surtout, sinon on ne tient pas les 10 minutes, ce qui n'empêche pas qu'on peut se revoir juste après pour réussir même à traiter les problèmes. Et on fait cette réunion debout. Pourquoi? Parce que quand on ne la fait pas debout, si on s'assoit, ça dure toujours plus longtemps. C'est absolument systématique. Si on s'assoit, on ne tient pas les 10 minutes. C'est assez magique d'ailleurs de voir à quel point cette expérience est répétable. Le stand-up, c'est très intéressant parce que ça va permettre à tout le monde de prendre conscience qu'il travaille dans un collectif. Donc il n'est pas uniquement focus sur les tâches qu'il a réalisées, il contribue à un objectif collectif. Et ça va aussi avoir un certain nombre d'effets très intéressants sur le développement de la solidarité dans les équipes. Je pourrais vous faire un certain nombre de retours d'expérience assez rigolos sur ce point-là. Et le dernier, donc ça c'est un stand-up en l'occurrence, et le dernier rituel qu'on a mis en place, c'est les rétrospectives. Les rétrospectives, c'est l'idée une fois par mois, c'est pareil, on le ritualise, donc on le fait à intervalles réguliers. Donc si on dit que c'est tous les mois, on le fait effectivement tous les mois. On réunit l'ensemble de l'équipe et on se donne 1 heure, 2 heures, parfois plus. C'est moins grave de déraper dans la rétrospective que dans le stand-up, puisqu'on ne le fait qu'une fois par mois. Et l'objectif de la rétrospective, c'est de se dire qu'est-ce qui a bien ou moins bien fonctionné dans la période qui vient d'avoir cours, et du coup, qu'est-ce qu'on continue à faire, qu'est-ce qu'on arrête de faire, qu'est-ce qu'on commence à faire pour la période suivante. La rétrospective, c'est l'arme de l'amélioration continue. C'est ce qui permet à l'équipe de s'approprier les problèmes de fonctionnement et de trouver des solutions ensemble pour régler ces problèmes de fonctionnement. Alors, je vais m'étendre un tout petit peu sur la rétrospective et sur un outil que j'utilise massivement, et en particulier quand on me parle de problématiques de climat social et de réengagement des collaborateurs, c'est le niveau de sécurité. Alors, le niveau de sécurité, c'est une pratique toute bête que je vous invite à essayer chez vous. Vous allez voir, c'est assez fabuleux ce qu'on peut faire avec ça. Ça coûte quasiment aucun temps, donc vous pouvez le faire vraiment dans toutes les réunions. On commence la réunion en mettant une urne ou une enveloppe, et on demande à chacun de venir avec un papier sur lequel chaque personne va mettre un chiffre qui va de 1 à 5. 1, c'est « j'en pense pas moins, mais je me sens pas du tout à l'aise pour dire ce que je pense dans cet environnement ». 5, c'est « quoi que je pense, vous aurez l'intégralité du contenu de ma pensée ». On ne fait pas du niveau de sécurité un sujet, en général. On se contente simplement de faire la moyenne et de l'afficher sur un mur. Donc là, par exemple, vous voyez, le 4 là, que vous avez ici, c'est le niveau de sécurité de l'équipe au moment où elle fait cette rétrospective. Le niveau de sécurité, pour moi, c'est un des indicateurs RH les plus intéressants qui soit, qui peut se mesurer à toutes les échelles, à des échelles d'équipe, à des échelles de département, à des échelles d'entreprise, et on peut en tirer des enseignements très intéressants. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement nous dire quel est le niveau de fiabilité des éléments qu'on est en train de s'échanger au cours par exemple, de cette rétrospective. Typiquement, quand le niveau de sécurité est très bas, il y a très peu de chances qu'on aborde les vrais cailloux dans la chaussure. Donc on va aborder des problèmes superficiels, je dirais, et donc peut-être que ce n'est pas très intéressant de dépenser des efforts considérables, d'investir énormément pour régler ces problèmes-là, parce qu'il y a de grandes chances qu'au fond, ce ne soient pas les problèmes les plus embêtants qu'on ait dans l'équipe.
Alors, dans la rétrospective, en général, au début, quand les niveaux de sécurité sont bas, et à la Training Factory, on a parfois dans certaines équipes démarré avec des niveaux très bas, très très bas. Moi, je dis souvent que je me félicite de voir des niveaux de sécurité bas, parce qu'au moins on le sait. Voilà, ça a cette vertu qu'on le sait. Alors, j'ai oublié de préciser une chose très très importante, c'est qu'évidemment, c'est complètement anonyme. On ne cherche jamais à savoir qui a mis quoi dans son niveau de sécurité. Sinon, ça tue complètement cet indicateur. Il faut absolument que tout le monde soit hyper à l'aise avec le fait que jamais on ne cherchera à savoir qui a mis quoi. Alors, le niveau de sécurité, c'est dans certaines équipes, je vous disais, la Training Factory, ça a démarré très bas. Parfois, on avait des niveaux de sécurité de 2,5. 2,5, c'est en général très bas, surtout dans des petites équipes. C'est qu'il y a vraiment des choses qui ne se passent pas bien du tout. Et quand on fait des rétrospectives dans des équipes qui ont des niveaux de sécurité bas, en général, on s'attaque plutôt aux problèmes structurels. C'est-à-dire que ce qui est le moins délicat à aborder, c'est plutôt les sujets autour de l'évolution des process, du fonctionnement, des outils. On se rend compte qu'on n'a pas mis le stand-up à la bonne heure. On se rend compte que peut-être on ne s'échange pas la bonne information au cours des stand-up, ou que tel ou tel processus de communication fonctionne mal, que tel ou tel processus de validation fonctionne mal. Et ça, en général, on arrive déjà dans les rétrospectives, même quand les niveaux de sécurité sont bas, à faire des progrès, à faire évoluer les choses. Mais, à mon avis, ce n'est pas les plus gros leviers de transformation, d'amélioration, ni du climat social, ni de la performance des équipes. Les plus gros leviers, c'est quand on commence à pouvoir aborder des problèmes que j'appelle organiques, c'est-à-dire des problèmes relationnels à l'intérieur des équipes. Et je vais vous montrer jusqu'où on peut aller quand le niveau de sécurité augmente. Alors par exemple, c'est une équipe là où, alors au début, on a encore une fois attaqué uniquement des problèmes structuraux. Et puis le niveau de sécurité a commencé à monter. Chacun a pu voir que les propositions qu'il faisait avaient un impact sur le fonctionnement de l'équipe. Donc mécaniquement, ça fait progresser le niveau de sécurité. Le fait aussi de faire des stand-up, d'avoir des occasions très régulières de se parler, de partager les problèmes, de trouver des prémices de solidarité dans les équipes, ça aide aussi à faire monter le niveau de sécurité. Et donc, on a commencé à introduire des pratiques qui touchent plus à l'organique. Et là, par exemple, on a animé une rétrospective. Alors, je suis désolé, on ne le voit peut-être pas très bien, mais on a travaillé sur comment fonctionne la communication entre nous. Est-ce qu'on estime qu'on se parle facilement ou pas? Est-ce qu'on estime qu'on arrive à se transmettre de l'information bien ou pas? Et vous voyez, les post-it orange, là, c'est le titre, là, je vous le lis, c'est « La com, c'est pas ça ». Donc, on a recensé aussi toutes les situations où clairement on avait des gros problèmes de communication, et on a commencé à aborder des problèmes comportementaux à ce niveau-là. Et puis on a encore fait des progrès. Alors là, par exemple, c'est dans la communauté des managers, parce que évidemment, si les équipes opérationnelles jouent le jeu de mettre en place des rétrospectives, bien sûr, la communauté des managers joue le jeu, elle aussi, pour l'exemplarité, à faire la même chose. Et par exemple, c'est un des managers, là, en rétrospective, qui a abordé une question un peu épineuse. C'est, je me rends compte qu'il y a des discussions en off, donc il y a des discussions qui se font, où il manque un manager, et comme par hasard, très souvent, la discussion, elle le concerne drôlement. Alors des fois, on ne le fait pas exprès, c'est parce qu'il est absent, parce qu'il est en congé maladie, il n'a pas pu se rendre à la réunion. Et puis il y a des fois, on se rend compte qu'en réalité, honnêtement, ça nous arrange bien qu'il ne soit pas là, parce que s'il était là, on aurait beaucoup plus de difficultés à aborder le sujet. Donc on a, par exemple, dans cette rétrospective, listé un petit peu tous les pourquoi. Qu'est-ce qui faisait que ces situations se produisaient? Quelles conséquences ça avait sur la confiance, sur la crédibilité, sur la capacité aussi à redescendre des messages de manière unifiée vers les équipes? Et puis on a cherché des pistes de solutions. Donc on a listé toutes les possibilités qu'on trouvait. On a fait des séances de créativité là-dessus. Et puis on a essayé d'évaluer pour chaque moyen trouvé de résoudre ces problèmes, quels effets ça avait en fonction des situations dans lesquelles ces discussions en off se faisaient. Et pour info d'ailleurs, ils se sont rendus compte que la meilleure façon de régler le problème, c'était d'inviter la personne à déjeuner la semaine suivante pour réaborder le sujet avec lui, et ils le font. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui est intéressant dans les rétrospectives. On ne sort pas d'une rétrospective sans avoir pris une résolution et sans s'engager à le faire, et en l'occurrence, ils l'ont fait. Donc systématiquement, quand ils se rendent compte qu'ils ont maintenant des discussions qui excluent un des managers,
et en plus, évidemment, cette discussion concerne le manager, il le réinvite à déjeuner ensemble pour réaborder le sujet, y compris en lui disant pourquoi il ne se sentait pas à l'aise initialement à aborder le sujet avec lui. Ce qui, évidemment, a aussi des effets très intéressants sur le niveau de sécurité. Avec certaines équipes, par exemple, quand on a fait les premières rétrospectives, je vous dis, on était dans un environnement de travail assez difficile, avec un climat social en berne dans pas mal d'équipes, et ça s'est fini par des cris et des pleurs. Alors, à la rétrospective suivante, on a décidé de faire un travail ensemble de définition d'une charte de l'état d'esprit des rétrospectives. Donc, c'est finalement, tout le monde a été invité à s'exprimer sur l'état d'esprit dans lequel il voudrait que se fasse la rétrospective. On a animé ça, on en a fait une charte qui trône maintenant dans l'environnement de travail avec les tableaux de management visuel. Et à chaque début de rétrospective, ils prennent un petit temps pour se rappeler ces engagements-là et s'engager eux-mêmes à être dans cet état d'esprit au moment où ils rentrent dans la salle, où ils font la rétrospective, ce qui a aussi considérablement amélioré l'ambiance des rétrospectives et progressivement eu des effets très intéressants sur les niveaux de sécurité. Et alors encore plus loin, est-ce que certains d'entre vous connaissent la communication non violente? Ouais. Une personne, d'accord. Et Marshall Rosenberg, c'est l'inventeur de la communication non violente. Je vous invite c'est un sujet assez passionnant, la communication non violente. Et Marshall Rosenberg, en lui-même, est quelqu'un d'assez intéressant, un psychiatre américain, qui a fait une réflexion, qui s'est dit, au fond, tous les comportements humains visent à satisfaire un besoin fondamental. À chaque fois qu'on a un comportement, on peut y rattacher une tentative de satisfaire un besoin fondamental. Sauf que très souvent, quand on a un comportement donné, on ne sait pas identifier quel est le besoin fondamental qui se cache derrière ce comportement. Et c'est dommage, parce que dans un certain nombre de cas, les conflits qu'on a dans les relations interpersonnelles sont liés à une tentative réciproque de satisfaire un besoin qui nous concerne. Voilà, moi, j'essaye de satisfaire un besoin, puis l'autre essaye lui aussi de satisfaire un besoin, et nos comportements ne nous permettent pas de rentrer dans une relation constructive. Si on avait conscience l'un et l'autre des besoins qui se cachent derrière ces comportements, peut-être qu'on trouverait des comportements alternatifs qui nous permettraient de satisfaire ces besoins, tout en respectant le besoin de l'autre, et donc de faire de ces relations des relations plus constructives. Peut-être que les besoins, peut-être ceux que ça intéresse, il y a une formation qui s'appelle ProcessCom, si quelqu'un a déjà suivi, et ça nourrit, on sait exactement de quoi a besoin l'autre personne. Alors, exactement. Donc en l'occurrence, ce qu'on a mis en place là, c'est inspiré de ProcessCom. Enfin, c'est plus exactement inspiré de ce qui a inspiré ProcessCom. C'est-à-dire qu'on a fait avec les managers un travail d'identification des besoins fondamentaux qui s'est fait en 2 étapes. Donc chacun a fait un travail d'identification de ses besoins fondamentaux et a scoré en fait ses besoins fondamentaux. Donc c'est ce que vous avez là. Évidemment, ça nécessite déjà un niveau de sécurité relativement élevé de pouvoir se dire devant les autres, de pouvoir confronter, de dire moi par exemple j'ai un gros besoin de valorisation et ce serait génial si tu pouvais satisfaire ou m'aider en tout cas à satisfaire ce besoin de valorisation quand on est en interaction toi et moi. Donc ils ont fait ce travail, et on a même fait l'inverse, c'est qu'on a fait d'abord mes besoins fondamentaux tels que je les vois moi, et puis ensuite on a fait l'inverse, on a fait les besoins fondamentaux tels que les autres le voient. Voyez ? C'est-à-dire qu'on a demandé aux autres managers, pour chaque manager, de dire « Toi, je sens que tu as plutôt un besoin de justice qu'un besoin de valorisation, par exemple. » ou plutôt un besoin de bienveillance ou de confiance qu'un besoin de justice. Et on a fait des profils comme ça, et on a proposé en fait à chaque manager a joué ce jeu, avant chaque réunion, de reconsidérer quels étaient les besoins des personnes avec qui ils allaient être en interaction, pour essayer de trouver des comportements qui aident ces personnes à satisfaire leurs besoins, ce qui a aussi considérablement amélioré les situations de travail dans la communauté des managers. Et bien sûr, fait progresser encore le niveau de sécurité à l'intérieur de ces équipes. Tout ça pour dire que la rétrospective, pour moi, c'est un cadre dans lequel on peut faire énormément de choses, mais notamment énormément faire de bien, d'améliorer la qualité relationnelle
et l'expérience de vie au travail, in fine, le bien-être au travail. Indépendamment de toutes ces choses-là, on a aussi complètement revu le système de décision. Alors avant, le système de décision à la Training Factory, c'était un système de décision très pyramidal. On a remis beaucoup de choses en cause à ce niveau-là. On a créé des systèmes de décision extrêmement participatifs et collaboratifs. D'abord avec le delegation poker, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une pratique qu'on a réutilisée à plusieurs moments pour s'entendre sur quelle est la posture managériale attendue dans telle ou telle situation de travail. Et je pense que les managers, Christine nous en parlera, mais ont plutôt joué le jeu de s'accorder à cette vision. On a utilisé un certain nombre de techniques, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais qui permettent en réunion de prendre des décisions et de s'entendre sur les niveaux de priorité à donner, par exemple sur les périmètres d'exigence à réaliser dans les projets. On a fait ça dans des petits, mais aussi dans des grands groupes. On est allé jusqu'à des groupes de 80 personnes. On a été capable de prendre énormément de décisions tous ensemble dans des très grands groupes. Donc ce n'est pas une limite, à mon avis, de travailler dans des groupes importants. Il faut simplement adapter un petit peu les pratiques. Et puis on a aussi travaillé sur un aspect qui, à mon avis, aide beaucoup à la délégation, c'est l'approche portefeuille. C'est-à-dire qu'on a décliné les activités de ce département en différents portefeuilles. Il y a des portefeuilles de projets, des portefeuilles d'innovation, des portefeuilles de communication. Et on a donné une délégation complète aux collaborateurs sur la gestion de ces portefeuilles. Donc l'idée, c'est que le corps managérial définit une stratégie, définit un pourquoi, en fait. Pourquoi on fait ça? Donc ça fait l'objet de tout un travail de cadran qui permet de voir la contribution stratégique des différents sujets et à quelle fréquence il faudrait faire des choses, par exemple sur les sujets de communication. Et puis ensuite, de déléguer complètement, une fois qu'on a fait ce travail, qu'on fait bien sûr avec le collaborateur qui est en charge du portefeuille en question, de déléguer complètement la réalisation des actions et de lui laisser libre de définir le comment. Ça, c'est un point que je trouve très, très important. C'est l'idée de donner au manager le pourquoi et de laisser complètement libre les collaborateurs de définir le comment. Et puis on a travaillé sur la performance et la qualité, notamment avec Christine, en mettant en place un certain nombre d'outils. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Kanban peut-être, mais des outils qui permettent, en fait, encore une fois, de donner aux équipes la possibilité de se réinvestir, de se réengager sur cette idée de progression sur la performance et la qualité, qui nous ont permis de sortir un certain nombre de tableaux de bord. Alors quand je sors des tableaux de bord comme ça, j'insiste bien sur le fait que ça n'est pas du tout un outil de contrôle. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un outil à la main des managers, c'est un outil à la main des équipes qui permettent une autocritique qu'ils utilisent en rétrospective pour voir s'ils progressent effectivement ou pas, si les actions d'amélioration qu'ils ont pensées sur les périodes précédentes ont des effets sur leur performance effective. Et puis un certain nombre de critères de qualité, comme ça qu'on a avec le temps pu mesurer, et dans le même état d'esprit, encore une fois, c'est des critères de qualité qui sont à la main des équipes et qui leur permettent de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Alors un an après avoir fait tout ça, on a mis en place un sondage auprès de l'ensemble des collaborateurs. On a regardé quels effets ça avait eu. Alors j'insiste sur le fait que quand on a démarré, on avait pas mal des gens assez désengagés, on avait un climat social assez difficile, on avait des personnes dans des procédures de mobilité, par exemple. Un an après, il n'y avait plus une seule personne en procédure de mobilité. Et tous en étaient sortis. C'est déjà, je trouve, un critère assez intéressant. Et puis, on les a sondés pour savoir ce qu'ils pensaient des évolutions. Alors, c'est pareil, j'insiste sur le fait que ces sondages sont anonymes, ce qui renforce, à mon avis, un peu la fiabilité des éléments que je vais vous montrer là. Les collaborateurs ont-ils du plaisir à travailler à la Training Factory? À 89%, oui. Les collaborateurs sont-ils fiers de travailler à la Training Factory? 96%, oui. Sentez-vous un accompagnement des managers? 96%, oui. Ce qui tend à montrer que la relation entre les managers et les équipes a pas mal progressé. Est-ce que la nouvelle organisation développe l'autonomie et la responsabilité des collaborateurs? À 82%, ils pensent que oui. Sur les aspects relations clients, tiens, il y a un petit bug d'affichage. Est-ce que la Training Factory est plus proche de ses clients? À 82%, oui. Est-ce que l'image a progressé? À 96%, oui. Est-ce que la stratégie et les enjeux se concrétisent dans vos projets, vos activités au quotidien? À 86%, oui. Alors ça, pour moi, c'est un truc très très important aussi, qui a beaucoup à voir avec le bien-être au travail, le bonheur au travail. C'est est-ce que mon travail a un sens? Est-ce que je sais
est-ce que j'arrive à faire le lien entre ce que je fais tous les jours et la stratégie, la vision dans laquelle s'inscrit collectivement le département. Et ça, c'est un point, à mon avis, qui est aussi a aidé beaucoup à l'amélioration du climat social. Alors j'en prends quelques-uns. Est-ce que performance, est-ce que la Training Factory délivre plus de dispositifs? 82% oui, alors que l'effectif a diminué pendant le temps de ce chantier. Est-ce que la capacité d'innovation a été développée? 93% oui. Et est-ce que les nouvelles pratiques, outils, etc. sont utiles au quotidien? 89% oui. Bon, vous voyez, globalement, il y a un consensus très fort sur les effets et un réengagement qui est perceptible à la fois en interne, mais aussi pour les clients et les directions qui travaillent autour. D'ailleurs, c'était assez rigolo de voir le nombre de personnes chez Orange qui ont voulu se mettre sur la photo quand les DRH Group, par exemple, ont commencé à venir regarder ce qui s'était fait et comment est-ce que cette situation avait pu évoluer de façon si positive dans cette organisation. Alors, vous remarquerez que le plus bas, là, le 64%, sur l'organisation favorise-t-elle la fluidité et le partage d'informations. En l'occurrence, c'est un sujet sur lequel on a travaillé depuis, donc on est encore en train d'y travailler, mais qui a progressé après qu'on ait fait ce sondage. Donc on a travaillé de manière transversale sur ces questions-là. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Et du coup, ça m'intéresserait aussi que Christine vous en parle, de voir comment elle l'a vécu. D'ailleurs, je suis toujours très circonspect quand on me présente des indicateurs, et encore plus quand c'est un consultant qui les présente. Donc je pense que ça vaut le coup que Christine en parle. Alors, pas sur ces critères-là. Ouais. Tout à fait. Ouais. Qui montre sur tous les critères qu'on est passé de 20 à 90, quoi. Alors, c'est à peu près ça l'écart. Mais aussi parce que, et encore une fois, alors je me félicite de penser que le consultant devait être très bon, mais c'est aussi parce que le terrain, je pense, était très favorable. Donc je pense que c'est aussi ça qui vaut le coup d'être dit. Alors nous, ce qui s'était effectivement passé à cette époque-là, c'est que nous avions eu un directeur à la Training Factory qui était très intelligent, mais pas du tout dans le relationnel. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était beaucoup dans la validation, donc la validation managériale. C'est-à-dire que chaque fois qu'on produisait quelque chose, c'était cassant. C'est-à-dire que c'était, ben voilà, non, tu mets pas ça, non, tu mets pas ça. Donc, effectivement, d'une façon pas très bienveillante. Beaucoup des collègues donc pleuraient, beaucoup des collègues ressortaient très mal, dormaient très mal la veille des validations, et en plus, il y avait de plus en plus de validations. Donc ça pouvait plus durer. À un moment, on a demandé, donc ce directeur a été retiré de ce service, on va dire, on lui a dit de partir. Parce qu'il y a eu des remontées de collègues auprès des RH, auprès de la direction plus haute. Donc est arrivé un nouveau directeur. Et on s'est dit, bon, on ne peut pas laisser ça comme ça, il faut qu'on monte au créneau. Donc à un moment, on a demandé une réunion, donc dans une salle comme ici, et on a expliqué ce qu'on faisait, et qu'effectivement, sur notre travail de formation et nos modules de formation qu'on devait délivrer, on passait plus de temps en validation avec nos managers. Donc il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, l'autre qui dit gris. Enfin bon, à un moment, ce qui était très embêtant, moi je trouvais très embêtant, c'est que j'avais des collègues qui disaient bon, là j'hésite, allez je vais mettre ça, puis le manager va bien nous dire ce qu'il faut faire. Donc ça veut dire qu'on réfléchit même plus, on n'est plus dans la construction positive pour nous en se disant bon allez, moi je vais mettre ça et puis on verra bien. Et lors de ce séminaire, beaucoup de gens ont craqué, beaucoup de collègues ont pleuré. Et à un moment, l'équipe managériale, c'était juste avant que Clément arrive, l'équipe managériale dit « Ok, on ne fait plus de validation ». Parce que moi, je ne connais pas, ça fait 40 ans effectivement que je suis dans cette entreprise. Moi, j'ai vu toute l'évolution. J'ai fait du management pendant 10 ans, donc commercial. Je ne connais pas une personne qui se lève le matin et qui va dans l'entreprise en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais faire une connerie ». On a tous envie de bien faire.
dans le commercial, avec les clients, on a tous envie de bien faire. Je ne connais pas quelqu'un qui fait ça. Donc, nous, en plus, c'est des offres commerciales qu'on a par le marketing. Donc, on ne peut pas la refaire, l'offre. L'offre, elle est comme ça. Donc, effectivement, il faut la rendre pédagogique pour les vendeurs, pour que l'offre, elle passe bien et qu'au niveau de la vente, ce soit réalisé pour nos clients. Donc, voilà, on explique tout ça. Les collègues qui pleurent. Enfin, c'était un climat assez difficile à vivre pour tout le monde. Donc, cette décision, c'est plus de validation. Mais ça en a perturbé aussi certains. Mais c'est normal, puisqu'on nous avait formaté d'une certaine façon. Donc, il y en a qui disaient « Ah ben, c'est bien. Ah non, mais comment on va faire ?» Donc, il a fallu un peu de temps. Et justement, à ce moment-là, Clément est arrivé. Et on a pu mettre ces stand-up, ces rétrospectives. Ça a été très, très important, ces rituels. Parce que les stand-up... on ne se parlait pas entre collègues. Bien sûr qu'on se parlait, bonjour, comment tu vas, tu as passé un bon week-end. Mais chacun était sur son dispositif de formation et on ne se parlait pas à côté. Donc du coup, là, les stand-up, c'est pendant 10 minutes, c'est dire, voilà ce que j'ai fait hier, voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Ah bon, mais toi, tu travailles là-dessus? Ah, mais ça m'intéresse. Ah, mais moi, tiens, j'ai travaillé il y a 6 mois aussi. Ça pourrait peut-être t'intéresser. Après, tu prends quelque chose ou tu prends pas, mais enfin, en tout cas, voilà, je te donne l'info. Et du coup, on a créé des liens. La parole s'est libérée. Les managers n'étaient plus dans le management directif. Et ouais, ça s'est libéré. Ça s'est libéré et du coup, on a pu créer du collectif. Et moi, je crois au collectif. Je suis cette génération où je pense qu'on ne peut rien faire tout seul dans son coin, que le collectif est très important pour avancer. Et donc, moi, j'étais sur la démarche performance et qualité. Donc, la petite scénette, elle est quand même un peu... J'ai quand même pas traité Clément comme ça. Hein, pas tout à fait. Mais du coup, il fallait arriver à avoir des indicateurs de qualité et arriver à se dire... en combien de temps on produit les choses, mais il ne fallait pas que ce soit du flicage, parce que ce n'est pas du tout le but, et puis ça ne sert à rien. C'était plutôt que de se dire, bon ben voilà, moi, si j'ai cette compétence-là, quelles compétences j'ai encore besoin pour aller plus loin, et en combien de temps je le fais. Derrière, hyper important, c'est qu'on peut anticiper. Donc moi, j'ai travaillé surtout sur cette démarche, de me dire, bon, toi, collègue, tu mets effectivement tant de temps, qu'est-ce qui t'a manqué, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses, et du coup pour anticiper la prochaine fois en se disant ben là tu as dû aller dans l'urgence, peut-être qu'il te manque 2 jours de plus, prochaine fois il faut qu'on soit vigilant. Et les indicateurs de qualité, nous les avons choisis ensemble. C'est-à-dire que c'est tout simple, vous les avez vus les indicateurs de qualité. On sortait des fois des modules de formation bourrés de fautes. Parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'il n'y avait pas le temps de relecture, tellement c'était dans l'urgence. Et un module de formation, quand ça arrive aux vendeurs que c'est bourré de fautes, mais c'est juste pas normal. Donc c'est tout ce travail-là qu'on a fait avec les collègues. Ils ont vu qu'effectivement, il n'y avait aucun flicage. C'était entre nous. On remontait au manager, évidemment, puisque tout était affiché. Donc il n'y avait aucune lettre, que de la transparence. Et au fil du temps, toutes les saisons, parce que nous, on travaille par saison, pour les offres commerciales. Donc, les 4 saisons, on a vu une évolution dans les indicateurs de qualité. Et ce qui était intéressant, une fois, je ne les ai pas affichés. Ça devait être le 3e. Je n'ai pas affiché pour voir un petit peu comment ça allait se passer. On est venu me les demander. On m'a dit, mais tu n'as pas affiché, là? Et j'ai trouvé ça... ça m'a plu. Je me suis dit, c'est que ça marque un peu, et ça marque quand même. Puisqu'on vient me demander en me disant « t'as pas affiché », donc c'est que ça manque. Et sur les indicateurs de performance, bon, on était... c'est pareil, ce qui était vraiment intéressant, c'est que tout arrive en même temps, entre les formations et la formation. Donc il fallait qu'on arrive à pouvoir anticiper tout ça et se dire, sur tel dispositif, il nous faut tant de jours, sur tel dispositif, il faut tant de jours. Donc plutôt que d'être à la course comme on faisait à chaque fois, avec les valides au dernier moment, avec celui qui disait blanc, celui qui disait noir, et c'est pour ça que les collègues craquaient. Donc on envoyait ça bourré de fautes, on envoyait ça peut-être pas bien fignolé parce qu'on n'avait pas le temps, et du coup c'est décevant et frustrant. Et mes collègues étaient en plus frustrés, donc c'était le serpent qui se mord la queue et on s'en sortait pas.
Donc là-dessus, vous avez des questions, peut-être parce que je parle beaucoup quand même. Oui. En fait, dans ce genre de transformation, ce qui est très compliqué, et sur quoi vous avez développé, normalement, c'est plutôt le board. Comment vous avez fait finalement, puisque vous étiez sur un management très hiérarchique, pour les convaincre et les amener sur ce type de transformation où on a planning en général des relations hiérarchiques. Alors, les managers n'étaient pas bien non plus. Hein. Le directeur a vu cette situation en se disant comment je vais m'en sortir. Voir les collaborateurs pleurer en arrêt maladie, qui se pétaient un peu de partout, c'est comme, je pense que, bon, faut se mettre à sa place, c'est quand même pas grave de prendre un service comme ça. Les managers, donc les managers de proximité, nos N+1, ben, n'étaient pas bien non plus, donc ça commence à se tirer dans les pattes. Enfin, il y a tout ça qui fait qu'à un moment, c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Enfin bon, donc on s'est dit, il y a eu cette fameuse réunion séminaire où tout le monde a bien lâché ce qu'il avait à lâcher. Il y a Clément qui est arrivé pour nos rituels, et je pense que les managers aussi entre eux, d'ailleurs on le voit sur la photo, eux aussi avaient des frustrations, eux aussi ils n'étaient pas bien, donc eux aussi se sont lâchés. Et on avait le sentiment qu'il y avait un manager d'un côté, collaborateur de l'autre et direction de l'autre. Et ça, quand on est comme ça, si on ne sent pas du collectif entre nous, s'il n'y a pas de donner du sens, et on va tous ensemble dans la même direction, bah, ça a planté. Donc les managers étaient frustrés aussi. Hein. Donc à un moment, il y a eu un travail aussi entre eux. Ils nous ont laissé quand même, faut être honnête, la carte blanche. Hein. Vraiment, on a fait ce qu'on pouvait sur les visuels, sur tout ça, ils nous ont laissé. Ils venaient avec nous. Mais ils ont laissé la parole se libérer. Et je pense que ça, moi qui étais manager 10 ans, je me rappelle très bien qu'il y a des gens dans des groupes, il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui ne parlent pas. Et ceux qui ne parlent pas, il faut aller les chercher parce que d'abord, ils ont plein de choses à dire. Et on a tous notre quête de référence, on a tous notre histoire, et il y en a qui, bon, voilà, qui parlent moins que d'autres. Et le stand-up, ça c'est bien parce que tout le monde parle. Et les managers, enfin je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais. Alors, le problème, je te passe la parole après. Le problème chez Orange, et moi j'arrête pas de le dire, moi j'ai 60 ans, je pars dans 2 ans, mais je le dis quand même encore, je me bats encore là-dessus. Il y a trop de strates managériales chez nous. Donc effectivement, entre la grande direction et on va dire les collaborateurs, hein, il y en a des strates. Donc, il y a beaucoup d'ego. Donc, à un moment, il faut aussi leur dire, mais non, mais nous, comment on fait là, nous, vis-à-vis de nos clients? Comment on travaille, nous tous ensemble? Donc, c'est pas remonté jusqu'à la grande direction non plus, hein, parce que nous, on est, par rapport à Stéphane Richard, par exemple, qui est notre PDG, on doit y avoir 10 strates, hein, avant d'arriver chez nous, hein. Donc, je vous dis pas en plus les vendeurs sur le terrain ou les techniciens. Enfin, il y en a des strates. Hein. Je pense que ça changera. Je pense que ça changera dans les années à venir. Mais pour l'instant, il y en a encore beaucoup. Et moi, c'est un peu ce que je regrette, mais je le dis haut et fort, hein, même dans ma boîte, et même si je n'étais pas syndiqué, je le dirais. Je trouve qu'il y a trop d'ego encore. Il y a trop de politique, il y a encore trop d'ego. Et il y a 2 mondes. Il y a 2 mondes encore. Alors ça s'atténue un peu, mais il y a encore 2 mondes. Il y a ceux qui sont sur le terrain et qui vont, et ceux qui sont là-haut et qui te donnent les directives, mais un petit décalage. Le curseur n'est pas encore bien où il faut. Mais je laisse la parole. Ouais, non, mais je partage cette idée-là. En fait, je pense qu'il y a un point, c'est qu'il y a un directeur N+2 qui a laissé faire, qui n'était pas convaincu, qui s'est mis sur la photo après quand c'était réussi, par contre. Mais qui a laissé faire. Oui, et le laisser faire, c'est déjà pas si mal. Et Laurent Lachaud, donc le nouveau directeur de la Training Factory, il était N-1 du précédent directeur. Donc il a vu les écueils aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui, à la base, avait une vision du management assez top-down lui aussi, assez directif, mais qui s'est bien rendu compte des errances dans lesquelles il se trouvait et qu'il allait hériter des problèmes en question, hein, et qui n'avait pas réussi au précédent. Et lui, par contre,
il y a vraiment une chose que je trouve assez, qui me donne beaucoup de considération, c'est il a pris le risque. Il a vraiment pris des risques. C'est-à-dire que j'ai pas mal de clients qui aimeraient dire que ça change, mais surtout sans rien changer. Lui, il a pris le risque que ça change vraiment. D'ailleurs, il m'a donné beaucoup de pouvoir. Franchement, c'est même assez spectaculaire à quel point il a pris le risque à ce niveau. Et ça a marché. Et pour le coup, ça lui a été très profitable. Il ne faut pas oublier que, bon, vous savez tous, on vous rappelle tous que France Télécom a eu quand même pas mal de soucis il y a quelques années, les années Breton-Lombard. Donc derrière, effectivement, au niveau management, il y a toujours ces strates, mais on laisse un peu plus la parole se libérer. En tout cas, sur les collaborateurs qui sont à l'opérationnel. On les écoute plus qu'avant. Moi, c'est pour ça que je suis partie du management, d'ailleurs, moi, parce que c'était très descendant ces années-là. Et tu pouvais rien dire, c'était comme ça. Et à un moment, quand tu ne peux rien dire et que tu vois qu'il y a des soucis et que tu peux pas les remonter, c'est pas possible de travailler comme ça. Donc, je trouve que ça se libère un peu, mais on a encore beaucoup trop de strates, ça veut dire beaucoup trop d'ego, beaucoup trop de politique, et qui fait qu'à un moment, sur le terrain, faut avoir un directeur comme Laurent, qui nous a laissé carte blanche. Il n'avait pas trop le choix parce que ça se dégradait énormément, mais ils nous ont laissé effectivement carte blanche et en se disant, bon, on va voir jusqu'où on peut aller. Mais encore une fois, je connais personne qui va faire en sorte que ça marche moins bien. Tout le monde a envie que ça marche mieux. Et il faut que ce soit nous tous ensemble, et c'est ce qu'on a réussi à faire à Training Factory. Bon, entre-temps, on a eu une nouvelle réorganisation, donc il faut recommencer certaines choses. Mais bon, oui, pardon. Réaction par rapport à la question de ce que vous dites, effectivement, vous êtes une grande entreprise et empreinte d'une histoire, mais ce qui était intéressant, on n'a pas pu aller très très loin, mais par exemple en Chine, dans ce projet-là, c'est quand même une entreprise qui appartient à un groupe de 5000 et quelques personnes, et donc l'objectif qu'on est en train d'atteindre, c'est maximum un échelon hiérarchique entre la direction générale et le management de proximité. Donc en réalité, 3 niveaux maximum de hiérarchie, et en mettant, comme vous le disiez, une hiérarchie en support et non plus en pression. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce que disait Adam, c'est la suppression. Alors, on n'en est pas encore là, nous. Hein. Je pense que je le verrai pas. Mais on progresse quand même par rapport à ce que j'ai connu, moi, quand je suis rentrée. C'était très administratif. Mais bon, il n'y avait pas de commercial, il n'y avait pas tout ça non plus. Hein, donc, oui. Juste pour compléter, ça peut vous donner des éléments. Depuis 2011, tous les centres de profit de Shell dans le monde, sont avec ça. Un seul strat pour l'opérationnel. Alors, moi, c'est marrant parce que là, mardi prochain, j'accompagne une entreprise en Thaïlande. Mais moi, c'est vrai. Qui s'appelle Meatpol, qui est le 4e sucrier au monde. C'est une société dans laquelle il y a 3000 collaborateurs pour un manager. 3000 pour un. Et alors, le système de délégation est extraordinaire. Franchement, le niveau de maturité, tant en termes de vision managériale que d'exécution organisationnelle, est à un niveau assez hallucinant dans cette entreprise. C'est une entreprise qui a créé des communautés d'innovation agile à très grande échelle dans son organisation. Il y a 70% des collaborateurs aujourd'hui qui font partie des communautés d'innovation, donc qui ont à minima 10% de leur temps productif alloué à ces communautés d'innovation, et qui a réussi à générer 250 millions de dollars de revenus de ces communautés d'innovation, et qui va jusqu'à filialiser ces activités. Donc ils ont un observatoire à Kuala Lumpur, en l'occurrence en Malaisie, qui observe comment les communautés, comment les activités issues des communautés d'innovation progressent. Et quand une activité est suffisamment mûre et représente des intérêts suffisants, ils filialisent l'activité et ils font des membres de la communauté qui ont eu l'idée les patrons de la filiale. Et ça, faut imaginer que du coup, ils transforment par exemple des ouvriers agricoles qui font partie des communautés d'innovation en patrons de filiales d'un groupe international. Pas loin.
Pas loin. Et d'ailleurs, ils ont un... Tout à fait, ils ont... Ouais, tout à fait. Mais avec le modèle capitalistique d'un géant de l'agroalimentaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont lancé cette démarche il y a 20 ans, en 97, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient disparaître. Ils étaient 10e sucrier mondial à cette époque-là, et ils se sont rendus compte que pour un certain nombre de raisons climatiques, faire de la canne à sucre en Thaïlande, c'était pas rentable face à leurs concurrents brésiliens, indiens et américains. Et ils ont lancé du coup cette démarche pour faire un pivot sur leur modèle économique et trouver d'autres débouchés. 20 ans après, il y a 70% des collaborateurs qui sont intégrés. C'est l'entreprise la plus attractive en Thaïlande pour l'ensemble des salariés, en particulier pour la génération Y. Alors, c'est intéressant chez nous, mais dans un pays où la moyenne d'âge est de 34 ans, c'est d'autant plus intéressant. Et c'est une performance incroyable parce qu'en Asie, être attractif dans le secteur de l'agroalimentaire, c'est un défi hallucinant. Déjà, en Europe et aux États-Unis, c'est pas simple, mais en Asie, c'est encore plus difficile, à mon avis. Il y a un certain nombre de raisons culturelles qui font que l'agroalimentaire n'est pas le secteur le plus attractif pour les jeunes générations. Donc c'est vraiment un modèle très intéressant et en plus qui hérite d'un système de valeurs, d'une culture d'entreprise qui est tout à fait exceptionnelle. Par exemple, le PDG ne veut aucun reporting. Il refuse absolument d'avoir du reporting. Il ne veut avoir en face de lui des référents de communauté que pour l'engager à mettre les moyens du groupe au service de la communauté. Il n'est pas là pour juger si les idées sont bonnes ou mauvaises. Il est là pour trouver les moyens qui permettent à la communauté d'aller au bout des idées qu'elle cherche à développer. Et c'est un modèle qui fonctionne super bien. C'est la société la plus mature que je connaisse à ce niveau-là. Et pour en revenir au bien-être au travail donc de notre direction, du coup, effectivement, il y a eu moins d'arrêts maladie, il y a eu moins de gens qui voulaient bouger. En tout cas, encore une fois, ce qui est important, c'est quand la parole se libère, parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui ne parle pas ou qui est mal. Il y a des frustrations et du coup... Alors là, on travaille maintenant sur quelque chose d'intéressant. On va travailler sur un réaménagement des espaces de travail et transformation. Donc là aussi, il y a le chapitre bien-être au travail qui va être très important. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh ben, merci pour votre attention. Et on va pouvoir les applaudir pour déjà clôturer cette journée Salon Ressources et Fort Maillot avec Christine. Ça va ? Ça s'est bien passé ?